Bon, tout d'abord, merci d'être présent. Donc, je vais vous parler de Profiler et d'outils de performance. Donc, tout d'abord, comment je m'appelle? Je m'appelle Nicolas Peters, je suis lead tech à Canal+. Je travaille sur un middleware qui offre des services à toutes les plateformes de Canal pour faire de la vidéo à la demande. Je travaille dans une équipe qui est organisée selon un principe, c'est-à-dire qu'on développe et on exploite nous-mêmes les applications qu'on développe. C'est-à-dire on met nous-mêmes en production et on gère les applications de production. Le fait de faire ça fait qu'on s'intéresse beaucoup à la production et ce qui se passe en prod. Et donc tous les soirs à Canal, on regarde les graphes de consommation et ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que tous les soirs, on a des pics de charge qui arrivent à 20h45 quand les gens décident d'aller regarder des films et des séries. Et donc là, quand vous avez ce genre de choses qui se passent, vous avez beau avoir du monitoring, beau avoir des logs, il y a des moments, ça ne suffit pas. Il faut aller un peu plus loin, il faut vraiment regarder ce qui se passe sur les machines. Et dans ces moments-là, maintenant, ce que j'utilise, c'est Async Profiler. Alors, Async Profiler, comment ça se présente? Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je me connecte sur une machine et je commence par taper un JPS pour voir les process qui tournent sur la machine. Donc là, il n'y a qu'une seule JVM. Et je tape la commande suivante, qui est profiler.sh-d pour indiquer le temps de capture et le nom du fichier de sortie. Et tout seul, Async Profiler va me générer un flame graph. Alors un flame graph, qui est-ce qui a déjà vu un flame graph? Ok, parfait. Donc je vais aller vite sur cette partie-là. Donc la couleur verte, c'est pour indiquer que c'est du code Java. Le rouge qui est ici, c'est pour indiquer que c'est du code du kernel. Le code jaune, c'est pour le code de la JVM. Donc ici, on voit par exemple qu'on est en train de faire de la compilation de l'optimisation du JIT. Et donc le code vert représente le code de mon appli. Là, mon appli, c'est une application Spring Boot avec du Reactor. Et donc du coup, on voit la liste des appels Reactor. Alors comment est-ce que ça se lit précisément? Donc faut voir les flame graphs comme étant un enchaînement de méthodes. Donc là, ma méthode count appelle ma méthode A, qui appelle ma méthode B, qui appelle ma méthode C. La largeur de la barre correspond au temps que l'on passe dans la méthode. Donc plus la barre est large, plus on passe de temps dedans. Donc voilà. Donc maintenant, on va revenir au slide. Donc Async Profiler, vous pouvez tout retrouver sur son GitHub. Tout est dans le GitHub, vous retrouverez les sources, les binaires et la documentation. Il n'y a pas de page à côté, il n'y a pas de page HTML, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. Donc on pourrait se poser la question de pourquoi s'intéresser à un projet qui a si peu de documentation. La réponse est ici, en fait, dans le nom du committeur principal, qui s'appelle Andrein Penkin, qui est une personne qui a le plus de réponses sur le tag JVM sur Stack Overflow. Donc c'est une personne qui connaît très bien la JVM. Et pour cause, il a travaillé chez Sun et Oracle pendant plusieurs années. C'est vraiment une personne qui est très forte sur la JVM. Il a fait de nombreuses présentations que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui sont techniquement très poussées et très intéressantes. Petite parenthèse, il travaille aussi maintenant chez OK.ru. Donc OK.ru, c'est le Facebook russe. On n'entend pas trop parler, mais c'est quand même un gros site puisqu'il y a 45 millions de visiteurs uniques par jour. Alors il n'est pas tout seul pour développer cette appli. Il y a 3 autres personnes qui sont avec lui. Il y a Vedin Sesko, qui est un de ses collègues. Il y a Nissan Wakar. Alors Nissan Wakar, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est un consultant performance sud-africain assez connu. Il a fait des présentations l'année dernière à Devox UK, où il a fait une présentation sur les outils de profiling. Il a un blog qui est magnifique. Si vous vous intéressez à la performance, il faut vraiment aller le voir. C'est vraiment très intéressant. Et le dernier, c'est Sacha Goldstein. Alors Sacha Goldstein, c'est un évangéliste Microsoft qui fait du Linux, qui fait de la performance et qui parle de JVM et aussi de .NET. Il a un blog qui est super, sur lequel il y a aussi plein de choses sur la performance. Et il a fait une présentation il n'y a pas longtemps à Gpoint sur le profiling dans les conteneurs sur les JVM. Je vous conseille d'aller le voir, je l'ai mis dans les références. Bon, tout ça ne nous dit pas comment ça marche Async Profiler. Async Profiler, en fait, globalement, ça marche comme ça.
on a un script SH qui a pour unique vocation d'attacher un agent à la JVM. Et une fois que l'agent est dans la JVM, donc c'est un agent qui est écrit en C++, donc le fait qu'il soit écrit en C++, ça lui donne accès à une spec de la JVM qui s'appelle JVM-TI. Alors JVM-TI, le TI c'est pour Tools Interface. Et en fait, c'est une spec que les développeurs de la JVM implémentent et qui permet de développer des profilers et des outils de débugage. Avec cette spec, on accède à beaucoup de fonctions à l'intérieur de la VM, telles que regarder ce qu'il y a à l'intérieur du class loader. Donc il peut parcourir tout le class loader, regarder toutes les classes, faire l'introspection dessus et faire même des modifications de bytecode. Il peut parcourir tout ce qui est à l'intérieur de la heap. Donc on peut vraiment aller chercher les objets à l'intérieur de la heap. On peut parcourir la liste des threads et aller se balader dans les stacks des threads si on le souhaite. On peut même accéder à certaines variables qui sont à l'intérieur de ces threads. Et dernier point, on peut s'enregistrer à tout un système d'événements. Donc on retrouve des événements du type un thread démarre, un thread s'éteint, des choses plutôt assez habituelles, mais des choses beaucoup plus surprenantes du type on passe sur un breakpoint. On a mis un breakpoint dans le code, on passe dessus, on peut être notifié qu'on passe sur un breakpoint. Donc c'est des choses assez poussées. Donc là, quand on voit JVM-TI, quand on voit la spec, on comprend mieux comment marchent nos outils de débugage et tout le tooling qu'on utilise en Java en fait. Donc Async Profiler, lui, vient se plugger à l'intérieur de tout ça, et donc il a accès à toutes ces méthodes qu'il peut utiliser. Mais bon, tout ça, ça ne nous dit pas comment on fait du profiling de CPU. Pour faire du profiling de CPU, il y a deux techniques. Soit on fait de l'instrumentalisation de bytecode, on modifie du bytecode, on modifie du code et on vient rajouter des instructions à l'intérieur au début et à la fin des méthodes, par exemple, pour savoir combien de temps on passe dedans. Soit on fait du sampling. Le sampling, c'est le choix qu'ont fait les joueurs d'Async Profiler, puisque c'est plus performant. Le sampling, comment est-ce que ça marche globalement ? Au cours du temps, on regarde ce que fait un thread et on prend des photos à des instants précis et on regarde ce qu'il est en train de faire. À partir de là, à partir d'un certain nombre de samples, on arrive à avoir une vision de ce que fait le thread et du moins du pourcentage de temps qu'il passe dans telle et telle méthode. Alors le sampling, ça peut avoir des défauts, parce que là, on voit qu'il y a une méthode avec des points d'interrogation, elle n'a jamais été samplée, donc on ne la verra pas apparaître. Pourtant, on passe du temps dedans. Il faut quand même être conscient que ce n'est pas complètement parfait. Alors pour faire le sampling, ils auraient pu utiliser des interfaces de JVM-TI, mais ils ont fait le choix plutôt d'utiliser un outil qui s'appelle Perf, donc Perf Events, qui est un outil du kernel Linux, qui a vocation à faire du sampling, mais au niveau du kernel. Parmi ces événements de sample, il y a un événement qui s'appelle CPU Clock. Alors CPU Clock, en fait, c'est un événement qui est envoyé par le kernel à chaque fois qu'un thread rentre sur le CPU. Donc à chaque fois qu'un thread commence à consommer du CPU, il envoie cet événement-là. Async Profiler, lui, démarre un perf, écoute cet événement, se retrouve notifié quand un thread rentre sur le processus, rentre sur le CPU, et il lui reste plus, entre guillemets, qu'à reconstruire la stack d'appel. Alors pour reconstruire la stack d'appel, il utilise les informations que lui remonte perf, donc toute la partie en rouge qu'on a vue dans le flame graph, donc toute la partie du kernel qui remonte à ce niveau-là. Et pour toute la partie en verte, donc toute la partie qui est dans le code Java, il utilise une méthode qui s'appelle async get call trace, qui est une méthode de la VM qui permet de reconstruire la stack d'appel au niveau du thread. Donc une fois qu'il a collecté suffisamment de samples, il ne lui reste plus qu'à faire la restitution visuelle. Et donc là, les gens d'Async Profiler ont fait le choix d'afficher les choses sous forme de flame graph. Donc on ne peut pas parler de flame graph sans parler de Brendan Gregg, qui est le papa des flame graphs. C'est un spécialiste performance de Netflix. Et donc c'est lui qui a mis au point les flame graphs. Et donc Async Profiler a juste embarqué le code de Brendan à l'intérieur d'Async Profiler pour générer. Donc là, sur ce flame graph, si on voit en bas, il y a toute une partie jaune qui est assez importante, qui est ici. Et en fait, si on a de bons yeux, on arrive à voir que c'est écrit GC Stack Thread. Donc en fait, là, ça veut dire que j'ai du GC qui est en train de tourner et qui prend une part qui est non négligeable dans l'exécution de mon application. Tout ça pour parler des problèmes de mémoire. Problèmes de mémoire sur une JVM, bon, c'est assez classique, on a l'habitude de regarder, on a des problèmes de GC et on a l'habitude d'avoir de l'outillage assez standard pour s'en sortir. On a des outils du type GCStat pour aller regarder la fréquence des GC, les options print detail que vous avez l'habitude de mettre dans vos applis pour voir ce qui se passe au niveau du GC, ou encore JMap pour faire des captures de ce qu'il y a à l'intérieur de la mémoire avec les options histo, les options dump,
qui sont relativement standards. Ça, on a l'habitude d'utiliser tout ça, mais le problème de toutes ces commandes, c'est qu'elles ne vous font pas le lien entre votre code et ce qui se passe au niveau de votre mémoire. À aucun moment, elles vous montrent le pourquoi vous avez autant d'objets, pourquoi vous avez mis une telle pression sur votre GC. C'est-à-dire qu'aucune de ces commandes servent juste à mesurer la température du GC, la pression que vous avez mise sur votre GC, mais à aucun moment elles vont vous dire pourquoi vous avez autant d'instanciations et est-ce que c'est normal. Et c'est ce que permet de faire Async Profiler avec l'option -e alloc, qui cette fois ne fait plus un flame graph de CPU, mais fait un flame graph de mémoire. C'est-à-dire que les parties hautes du flame graph représentent les endroits où on instancie des objets. Donc à partir de là, j'ai le lien entre les endroits où j'instancie réellement des objets. Plus la barre est large, plus ça veut dire que j'instancie énormément d'objets, et j'ai le lien direct avec mon code. Et là, je peux commencer à me poser des questions, de me dire, est-ce que c'est normal que j'ai une telle instanciation à tel endroit, ou est-ce que c'est pas normal? Alors, pour la petite histoire, comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez simple. Dans la JDK 1.7, il a été rajouté des opérations d'instrumentalisation au niveau de la JVM. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on instancie un objet, enfin à chaque fois, entre guillemets, ça dépend de certaines conditions, un événement est envoyé. Async Profiler s'est mis en écoute de cet événement, récupère cet événement, et il ne lui reste plus qu'à faire le flame graph. Alors l'événement, entre autres, qui a été ajouté dans la 1.7, il a été ajouté pour un outil qui s'appelle ptrace, qui est un outil de trace Linux. Une fois qu'on a parlé de profiling de CPU, de mémoire, un autre problème qu'on croise régulièrement, c'est les problèmes de lock. Donc les problèmes de lock, c'est dès qu'on fait de la programmation concurrentielle. Bon, dès qu'on fait de la programmation concurrentielle, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Dans la théorie, on pense que ça va bien se passer, et puis dans la pratique, c'est un peu le chaos, puisqu'en fait, les threads se rentrent en concurrence en permanence et on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Alors, sur la JVM, on a très peu de choses pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et c'est là où Async Profiler vient à notre rescousse, puisqu'il y a une option -lock qui permet de voir les locks. Donc là, c'est un flame graph dont la partie supérieure montre le temps d'attente des threads sur des locks. Alors, comment ils ont fait pour réaliser ça? C'est JVMTI offre deux événements particuliers qu'ils ont utilisés, qui sont des événements de monitor au niveau des threads. Le premier est un événement qui indique quand le thread rentre dans le lock, et le deuxième est un événement qui est indiqué quand le thread sort du lock. Donc après, il reste juste à faire la différence de temps, et on en déduit la largeur de la barre. Alors, ils ont rajouté une petite option parce que Unsafe permet de faire des locks cachés, et donc du coup, ils ont tweaké un peu le truc pour pouvoir gérer la problématique d'Unsafe. Voilà. Alors normalement, une fois que vous avez fait toutes ces captures, et que c'est votre application, vous avez vu plein de choses un peu bizarres, et vous vous dites, il faut que je les modifie, il faut que je fasse des changements dedans. Alors la bonne pratique, c'est de faire des micro-benchmarks. Le micro-benchmark, il faut voir ça un petit peu comme le test unitaire de la performance. C'est-à-dire, on prend une partie du code, qu'on extrait et qu'on vient placer dans un test unitaire pour pouvoir faire du benchmark. Pour faire du benchmark, il y a plein de manières de se planter, il n'y a qu'une seule manière d'à peu près y arriver, c'est d'utiliser JMH. Si vous n'utilisez pas JMH, vous avez de grandes chances de vous rater. Alors comment est-ce que ça marche JMH? Très rapidement, vous créez un projet avec la commande maven suivante, vous allez créer un projet d'exemple de JMH. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à coller le code que vous voulez benchmarker à l'intérieur d'une méthode, l'annoter avec @benchmark, faire un petit maven clean install et runner le bench en lui-même. Une fois que vous avez fini de runner le bench, il va vous sortir des résultats avec des scores et des nombres d'opérations par milliseconde. Donc JMH va s'occuper de faire tout le warm-up de votre code pour éviter tous les problèmes du JIT et toutes ces choses-là. Donc du coup, JMH, c'est indispensable à utiliser. Alors JMH propose des profilers qu'on peut passer avec l'option -prof. Il a une liste de 5-6 profilers qui sont pas mal. Mais moi, je préfère Async Profiler. Et donc du coup, ça serait bien si on pouvait l'utiliser. Et c'est ce qu'a fait Konrad Malwaski. Donc Konrad Malwaski, peut-être que vous le connaissez déjà, puisque c'est le papa d'Aka, le framework d'acteurs. Et c'est aussi le mainteneur du plugin SBT JMH
pour les gens qui ont de la chance de faire du SBT. Et donc du coup, si vous rajoutez cette dépendance à l'intérieur de votre POM, vous allez pouvoir utiliser Async Profiler en passant la petite option "-prof JMH async". Donc alors, hop. Donc alors comment, là je vais vous montrer une petite démo de comment ça fonctionne. Donc là il y a là c'est le code qu'on va benchmarker. Donc là on retrouve les appels de méthode que je vous avais montré tout à l'heure. Donc la méthode A qui appelle la méthode B. Donc du coup j'ai bien extrait mon code que j'ai mis dans une méthode de test méthode bien à côté. Là il me reste plus qu'à faire mon maven clean install. Et ensuite, je lance la commande suivante. Donc la commande suivante, donc ça c'est la commande vraiment de JMH. Je lui ai passé les paramètres pour régler. Donc là, c'est des paramètres qui sont uniquement pour la démo. Hein. C'est-à-dire que c'est les paramètres du nombre de warm-up que j'ai placé à 2, le nombre d'itérations. Donc le temps de warm-up, c'est le temps où il va faire chauffer la JVM en elle-même. Le nombre d'itérations, c'est le nombre de fois où il va exécuter le test en lui-même, et le nombre de forks, le nombre de fois que vous voulez faire passer. Ensuite, la fin de l'option, c'est le "-prof JMH extract async". C'est pour vraiment déclencher Async Profiler, et je lui passe toutes les options qu'il faut pour qu'il puisse générer le flame graph en lui-même. Parce que JMH, le plugin utilise une ancienne version d'Async Profiler. C'est pour ça qu'il faut lui passer toutes ces options. Hop là. Et à la fin, donc du coup le test s'exécute et ça génère ça génère les fichiers des flame graph, et ça donne encore le résultat de JMH classique. Donc pour la petite histoire, en fait, on peut mettre les sorties de JMH. Il y a des applications qui existent pour afficher les sorties de JMH d'une manière un peu plus graphique et pour mieux suivre ce qui se passe. Mieux voir les résultats et mieux voir les résultats qui sont sortis au niveau du nombre d'opérations par seconde. Là, le fichier qui a été généré, si on va regarder le flame graph qui a été généré, c'est le suivant. Donc là, on retrouve bien ma méthode A qui appelle ma méthode B, qui appelle ma méthode C. Et donc du coup, je peux renaviguer dans mon code à ce niveau-là pour aller regarder ce qui s'est passé et voir si... et à partir de cette vision-là, je vais pouvoir commencer à faire des optimisations de code. L'avantage, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en intégrant Async Profiler à JMH, vous retrouvez avec exactement le même outillage entre votre production et votre phase de test. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir les deux choses comme ça, puisque vous avez le même outil en permanence et vous utilisez la même chose des deux côtés. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut valider que je ne vous ai pas raconté de bêtises, puisque si on clique à un endroit, Async Profiler se capture lui-même, puisqu'il lui aussi consomme du CPU, et donc du coup, on retrouve la méthode de Async Get Code Trace qui est à cet endroit-là. Donc c'est assez drôle de voir qu'en fait, il capture vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de la JVM. Et là, on voit bien que c'est un thread, que c'est une opération qui est en jaune, donc ça indique que c'est vraiment un thread de la JVM. Pour la petite histoire, ils ont décidé d'utiliser Async Get Call Trace, ce qui leur permet de ne pas avoir trop de biais par rapport à tout ce qui est safe point. C'est-à-dire qu'ils ils sont moins bloqués par rapport au safe point que s'ils avaient fait d'autres techniques ou utilisé JVMTI. Ce qui leur permet d'avoir des meilleures mesures. Hop. Alors, bon, bien sûr, ça reste qu'un outil. Donc Async Profiler n'est qu'un outil. Il faut faire des mesures. Ce n'est pas un outil qui est parfait, donc ça veut dire qu'il faut refaire plusieurs fois des mesures, être capable de mesurer et de réitérer ces mesures afin d'avoir des chiffres vraiment corrects. Il ne faut pas hésiter à recouper les informations qu'il vous donne avec d'autres outils. C'est-à-dire que s'il vous indique qu'il y a un problème de GC, l'outillage classique des GC continue à fonctionner et il faut continuer à s'en servir. Continuer à utiliser des dumps de mémoire pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de la mémoire et aller plus loin avec d'autres outillages plus spécifiques. Ce n'est pas un outil magique non plus, puisqu'on l'a vu, il nous donne des informations par rapport à des pourcentages de temps qui sont utilisés sur le CPU.
Donc les pourcentages, il nous parle de pourcentage, il ne parlera jamais de temps. Il ne vous dira jamais telle méthode prend 5 minutes ou ce genre de choses-là. Il va vous dire cette méthode prend 30-40% de votre CPU. Donc c'est pas non plus un outil magique à ce niveau-là. Une autre chose assez importante, c'est qu'il est très très fort pour montrer ce qui se passe sur le CPU. Par contre, il ne va pas vous parler de tout ce qui est ce qu'on appelle le off CPU, c'est-à-dire les choses qui se passent à l'extérieur du CPU. Par exemple, si vous avez de l'attente par rapport à une opération qui se passe sur un disque, il ne va pas vous le montrer. Si vous avez de l'attente par rapport à une requête JDBC, il ne va pas non plus vous le montrer. Un appel distant à un serveur REST, ça ne va pas non plus être montré à ce niveau-là. Donc il faut quand même avoir une vision un petit peu critique des informations qu'il vous donne, puisqu'il va vous permettre d'optimiser uniquement le code qui tourne sur votre microservice, enfin sur votre service, et pas sur l'ensemble de votre plateforme. Alors j'arrive déjà à la conclusion, je suis un petit peu rapide. En conclusion, Async Profiler est pour moi un outil qui est plutôt très performant, qui marche vraiment très très bien et qui est vraiment facile à utiliser. C'est-à-dire que nous, c'est un outil qu'on va utiliser en production et en une ligne, on va générer notre flame graph, on va récupérer les informations qui nous intéressent dessus. Et c'est vraiment un énorme intérêt par rapport à d'autres outils, à d'autres manières qu'on pourrait qui existent pour générer des flame graph. Donc c'est vraiment un outil qui va vous permettre de comparer la vision théorique que vous avez de votre code, c'est-à-dire de comment vous pensez qu'il fonctionne et de comment il fonctionne réellement dans la vraie vie, est-ce qu'il consomme vraiment des ressources à l'intérieur de votre code. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de s'en servir, puisque vous allez... Et ça va vraiment vous parler, parce qu'on parle de lignes de code, on parle de méthodes, on parle de choses comme ça. Donc c'est assez intéressant pour ça. Mais c'est pas non plus un outil magique, comme je l'ai dit, et c'est pas un outil qui va vous permettre d'optimiser au global, d'avoir une optimisation globale de votre plateforme, puisqu'il ne va pas vous enlever le fait d'utiliser des outils de monitoring classiques ou des systèmes de métriques classiques, puisqu'il ne va pas vous montrer tout ce qui se passe sur des requêtes lentes, sur des systèmes distants. Il faut bien être conscient que la performance, c'est une démarche de tous les jours, donc c'est-à-dire que si vous voulez utiliser ce type d'outil-là, il faut être capable de mesurer en permanence ce que vous faites en production, et de mesurer, c'est vraiment la mesure qui va vous guider dans votre démarche de performance. Alors je vous ai mis quelques liens en référence. Donc le premier, c'est des liens vers le GitHub. Le deuxième, c'est une playlist YouTube sur laquelle je vous ai mis toutes les conférences que j'ai vues sur le sujet et qui tournent autour de ce sujet. Le troisième, c'est Art of JVM Profiling, qui est les slides d'André Penkin, justement, qui parlent d'Async Profiler. Donc je vous conseille d'aller regarder ces slides, puisqu'ils sont très très intéressants, ils vont plus loin dans ce que je vous ai présenté. Ensuite, il y a donc c'est les slides sur toute la partie de container performance. Il y a un article qui vient de paraître de Lightbent sur cet outil. Et qui vient juste de sortir il y a quelques jours. Et le reste, c'est des liens vers les blogs des gens et vers SBT JMH, sur lequel vous retrouverez des informations pour runner Async Profiler à l'intérieur de JMH. Juste un dernier petit mot pour vous dire que Canal+ recrute des gens. Donc si vous voulez venir travailler à Canal, n'hésitez pas. Et voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. J'ai un slide pour ça. Le slide, c'est celui-là. Donc, ah, pardon, excusez-moi. Alors, la question est, quel est l'overhead d'Async Profiler ? Alors, c'est ce que je disais, j'ai un slide pour ça, parce que je pensais bien qu'il y a une personne qui avait posé cette question. Alors, les courbes vertes et jaunes représentent l'application sans Async Profiler. Et la courbe rouge représente la JVM qui était mesurée avec
avec Async Profiler. Donc on voit qu'il y a un petit overhead. Alors avec la partie bon, on voit que l'overhead il est de 2%, donc c'est très léger. Alors ça, c'est des mesures qui ont été faites par les gens d'Async Profiler. Moi, quand je l'ai lancé, je n'ai pas été capable de mesurer la différence. C'est un overhead pourcentage CPU. Ah, si elle est complètement out of memory error, ça va pas passer. Je l'ai testé il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de le tester. Si elle est complètement morte, c'est pas la peine d'essayer en fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Async Profiler, j'aurais presque tendance à dire, il faut l'utiliser aussi quand ça marche. Quand ça marche, allez faire des mesures, allez regarder ce qui se passe, confronter la réalité par rapport à ce qu'on pense. Et le fait de le comparer, on va penser les choses différemment et se rendre compte que cette petite méthode qui nous paraissait rien, en fait, elle est extrêmement utilisée. Alors ce que je n'ai pas montré non plus, c'est qu'il y a des options pour générer des flammes graphes dans différents sens. C'est-à-dire que le flamme graph classique est généré où les méthodes sont en haut, mais on peut avoir une méthode et voir tous les endroits où elle est appelée. Et donc des fois, c'est aussi intéressant de l'avoir dans différents sens. Donc là, l'overhead est vraiment minime, et c'est pour ça que c'est un outil qu'on peut vraiment utiliser en prod. Là, on ne parle pas d'un outil où il faut le lancer dans un environnement particulier confiné. Non, ça se lance en prod quand vous voulez, quand vous le souhaitez. Alors après, moi, je l'exécute en prod parce que j'ai confiance dans l'infrastructure dans laquelle je suis. Je sais que mon système est résilient. Je sais que si jamais je fais tomber une machine, le système, toute la plateforme ne va pas s'arrêter. C'est sûr que si vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas confiance, pas forcément la bonne chose. Après, un autre avantage d'Async Profiler, c'est que ça marche à partir d'une JDK 1.7. C'est-à-dire que globalement, je pense que tout le monde dans la salle peut l'utiliser. Là où d'autres stratégies... Ah, pas tout le monde. Là où d'autres outils nécessitent des JVM 1.8 ou des choses un peu plus poussées. Donc du coup, c'est un peu plus difficile à utiliser. Alors, en 1.7, la réalité, c'est qu'en 1.7, il y a toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées qui fonctionnent. Je pense je n'ai pas testé. Moi, j'ai testé sur la 1.7. Sur la 1.6, je pense que ça fonctionne. Du moins sur la partie CPU. La partie mémoire, les marqueurs ont été ajoutés dans la 1.7. Donc, de toute façon, ça ne pourra pas marcher. Mais si c'est juste la partie CPU, en effet, ça marche peut-être à partir de la 1.6. Et c'est vraiment... Oui. Alors, il y a... Alors, par rapport aux autres outils, si on fait un comparatif par rapport aux autres outils, bon, il y a VisualVM, qui est l'outil de base. Alors, VisualVM, c'est bien, mais bon, déjà, petit 1, ça ne fait pas des flammes graphes. Moi, sans un flamme graph, je peux pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment le meilleur outil pour voir. Ça a un overhead qui est beaucoup plus faible, et ça ne va pas avoir le biais des save points. C'est-à-dire que les save points, c'est les points de marquage dans la JVM où les threads s'arrêtent où les threads sont obligés de s'arrêter à certains moments pour faire par exemple du GC, des choses comme ça. Et donc quand vous faites du Visual VM, je pense que vous avez des biais, ce qui fait que vous allez voir que les threads qui s'arrêtent bien sur ces side points et toutes ces choses-là. Donc vous n'avez pas une mesure exacte, aussi précise. Et pas avec le même coût, puisqu'un Visual VM, ça coûte un peu plus cher en termes de performance. Alors, là, l'overhead est vraiment très faible. Et il y a vraiment une vision réelle de ce qui se passe. Par rapport alors, App Dynamics, c'est encore une autre gamme, puisque c'est plutôt des APM. Moi, j'ai plus confiance dans les mesures que me donne un outil comme ça qu'un outil que d'autres outils,
puisque là, on parle de mesures qui sont remontées via le kernel Linux, enfin via le kernel, et donc du coup, c'est vraiment, il n'y a pas de biais d'autres systèmes, puisque d'autres outils de profiling vous montrent des choses, mais en fait, ils vous montraient ce que la JVM a eu le temps de nous donner parce qu'elle était déjà saturée, qu'elle n'avait pas le temps de remonter d'autres informations. Donc du coup, il y a des informations qui vont être loupées, tandis que là, il n'y a pas de biais possible, puisque c'est vraiment le kernel qui dit ce qui est en train de se passer. Donc c'est assez intéressant. Après, dans les autres outils, il y a un autre outil qui est Java Fly Record. Donc ça, c'est un outil qui est bien aussi, mais par contre, quand on l'active, on est obligé d'activer la petite fonctionnalité qui dit qu'on doit payer, quoi. Donc c'est un peu gênant. Donc c'est pas possible de l'utiliser en prod sans sortir un petit peu d'argent. Ouais. Alors, ça c'est une excellente question. Et justement, parmi les slides et références que j'ai mis, il y a le slide sur conteneur performance JVM, où du coup Sacha répond complètement à cette question. Ça s'active en utilisant un outil qui s'appelle JAttache, qui permet de faire de l'attachement et qui gère la notion de Docker et la gestion des ces groupes. Et d'ailleurs, grâce à cet outil, on peut utiliser des outils du type JStat ou ce genre de choses-là, via la machine host, on peut attaquer le Docker qui est à l'intérieur. Donc ça marche. Moi, je ne l'utilise pas dans ce cadre-là, je ne suis pas non plus un expert dans ce domaine-là, mais je sais que ça marche. Et si vous voulez plus de précision, il explique tout en long, en large dans cette presse. Oui. Non. Alors la question, c'est est-ce que ça marche sur du Windows? Non, ça ne marche pas sur du Windows. Ça marchote sur du Mac en natif, mais il faut mieux se mettre sur un Linux, globalement. Sur Solaris, je ne pense pas que ça fonctionne non plus. Je ne suis pas sûr. C'est très 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 lié au système Linux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Alors, je n'ai pas montré cette option-là, mais en effet, il y a une option qui permet de démarrer la capture et d'arrêter la capture. Moi, je ne l'utilise pas dans ce cadre-là, parce que généralement, je lance 30 secondes comme ça. Ça me permet d'avoir des captures d'un temps fixe, et d'avoir à peu près toujours le même type d'information. Après, si vous voulez faire des captures plus longues ou faire d'autres outils, il y a d'autres outils qui sont assez intéressants dans les outils de performance. Je vais quand même en parler un tout petit peu rapidement. Il y a Flamscope qui vient de sortir, les équipes de Netflix viennent de sortir cet outil. Et si vous vous intéressez à tout ce qui est performance, je vous conseille d'aller regarder, c'est assez intéressant puisque ça permet par rapport à ta question, ça permet de donner la temporalité. Donc ça permet donc ça se lit, c'est un petit peu dur à lire, mais ça permet de montrer tous les points rouges sont les points où il a récupéré des événements. Et on peut, donc du coup, ça donne une notion de temporalité au flame graph et de générer des flame graphs sur des sous-parties particulières en fonction du temps. Bon, c'est un peu nouveau. Je ne voulais pas en parler plus que ça, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bon? Non, il reste. C'est une agrégation. C'est une agrégation. Aujourd'hui, ouais, c'est une agrégation. Moi, ça m'a jamais trop posé de problème d'avoir ce genre de choses. En sachant que c'est une agrégation si tu as exactement la même chaîne d'appel. C'est-à-dire si tu appelles la méthode d'une autre méthode, tu le verras bien différent. Bon. Très bien, merci.